enfin, d'autres textes qui sont sortis également le 24 septembre, avec les arrêtés, donc l'arrêté du 24 septembre 2020 qui est dédié aux récipients mobiles, le stockage de liquide inflammable en récipients mobiles, et l'arrêté du 24 septembre qui a modifié l'arrêté du 3 octobre 2010, donc sur les réservoirs fixes. En termes d'architecture réglementaire, du coup, la modification, enfin, les textes qui ont été signés le 24 septembre portent tous deux sur les installations à autorisation sur les liquides inflammables, donc avec l'arrêté du 24 septembre sur le stockage de récipients mobiles, qui est un arrêté nouveau, spécifique, qui reprend en les renforçant les dispositions qui étaient anciennes, plus actuellement anciennes, dans les arrêtés du 3 octobre 2010 et 16 juillet 2012, qui abroge l'arrêté du 16 juillet 2012. L'arrêté du 16 juillet 2012, c'était un arrêté qui s'appliquait au stockage de liquides inflammables en petits contenants à autorisation dans un entrepôt 15-10 à autorisation de l'instrument. Donc c'était un arrêté qui traitait déjà du stockage de liquides inflammables en récipient mobile, mais uniquement dans les entrepôts. Par le biais de cet arrêté spécifique par rapport à l'arrêté, enfin aux arrêtés précédents, on a donc étendu le champ d'application, puisqu'on ne parle plus, enfin on ne vise plus uniquement les entrepôts 15-6, mais bien tous les stockages de récipients de liquides inflammables à autorisation récipient mobile, et voire même on a inclus d'autres sites dans le champ d'application. L'objet de la présentation. Pour l'arrêté du 3 octobre 2010, de la même manière, il a été modifié pour être dédié aux réservoirs fixes. On a également étendu son champ d'application sur d'autres liquides inflammables que ceux historiquement couverts. Donc les deux modifications et deux textes sont entrés en vigueur le 1er janvier 2021. Et pour information, comme l'a indiqué Philippe Merle en introduction, on est en train de travailler sur la modification en cohérence des textes qui visent les installations à enregistrement et à déclaration. La mise en consultation de ces projets officiels est envisagée là courant juin. Concernant ces modifications de texte, donc on a engagé la mise à jour des guides d'application, enfin du guide d'application des textes relatifs aux liquides inflammables. Donc la partie A du guide révisé sur les liquides inflammables, donc la partie A qui est consacrée au champ d'application du texte a été validée le 10 février également. Elle est en ligne sur AIDA. Donc un peu de la même manière que pour la partie entrepôt, l'objectif était d'aider à la lecture et à la compréhension du champ des installations qui relèvent de ces arrêtés. Et à venir, donc du coup, on poursuit les travaux avec la mise à jour d'une partie C qui va être dédiée à l'arrêté du 24 septembre 2020 sur les récipients mobiles. Donc la version 2 est en cours de consultation. Là, on est en train d'analyser les retours et de travailler sur la version 3 pour pouvoir, on espère, la finaliser courant l'été. Et on travaille aussi sur la mise à jour de la partie qui était sur l'arrêté du 3 octobre 2010, réservoir fixe, où certaines modifications nécessitent aussi des ajustements dans cette partie-là, en cohérence avec l'autre partie. Donc cette mise à jour partie B viendra le travail sera fait dans un deuxième temps après la finalisation de la partie C, mais courant de l'année. Alors, par rapport aux substances et mélanges qui sont concernés et qui sont visés par ces deux arrêtés 24 septembre et 3 octobre 2010 modifiés, ces textes, en fait, ils traitent de quoi? Des liquides inflammables. Donc, des liquides inflammables qui relèvent d'un classement au titre d'une rubrique liquide inflammable. C'est les rubriques qui sont explicitement visées par les textes dans le champ d'application. Donc, on va retrouver les rubriques génériques, donc 1436 qui concerne les poids éclairs 60-93 degrés, la rubrique 4330 et la rubrique 4331. Mais également toute une série de rubriques nommément désignées. Donc la 4722, le méthanol, la 4734, les polypétroliers, et toute une liste qui sont explicitement visées, ainsi que le pétrole brut, qui est classé à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques numéro 4510 et 4050. Donc ça, c'est les rubriques historiques, liquides inflammables, qui étaient visées avant par l'arrêté du 3 octobre, par l'arrêté du 16 juillet 2012, et qui sont toujours visées par les textes. En plus de ces liquides inflammables classés, les textes vont viser également tous les autres liquides ayant des propriétés inflammables, mais qui ne relèvent pas d'une rubrique inflammable.
Et pourquoi ils n'en relèvent pas? Parce qu'il y a des priorités de classement, notamment au titre en application de l'article R511 du Code de l'environnement, qui fait qu'ils ont d'autres mentions de danger, qui fait qu'ils vont être classés ailleurs dans une rubrique, une autre rubrique 4000, et ils ne sont pas classés dans une des rubriques dites inflammables. Donc, c'est des liquides qui vont avoir des mentions de danger H224, 225, 226, ou les déchets liquides inflammables catégorisés HP3. Donc ça, c'est les liquides qui sont visés par les arrêtés. Après, les arrêtés, ils ne s'appliquent pas à toutes les installations. Ils s'appliquent à certaines installations. Ils s'appliquent aux installations à autorisation anti-non-requéries. Donc ça, c'est les installations historiques qui étaient déjà couvertes par l'arrêté du 3 octobre 2010 et par l'arrêté du 16 juillet 2012. Pour le 2012, pour ceux qui avaient aussi un classement 15-10, mais c'est bon, classiquement. Mais la modification, elle a introduit une deuxième catégorie d'installations soumises à ces textes, les installations classées à autorisation sur une ou plusieurs autres rubriques que les rubriques élites. C'est-à-dire que si on a une installation à autorisation pour autre chose qu'une des rubriques qui étaient citées avant, on peut être quand même soumis à ces arrêtés dès lors qu'on a certaines quantités de liquide inflammable. Donc l'arrêté vient préciser ces quantités-là. Déjà, c'est les liquides inflammables de mention de danger H224, 225, 226, ainsi que les déchets liquides inflammables catégorisés HP3. Et il faut que ces quantités-là, cumulées, dépassent l'un des deux seuils, soit 100 tonnes en contenant fusible. Et dans ce cas-là, on a l'arrêté du 24 septembre qui va s'appliquer au stockage, soit 1000 tonnes au total. Et dans ce cas-là, on a les deux arrêtés, réservoir fixe le 3 octobre et le 24 septembre aussi en ville, qui vont s'appliquer au stockage. Donc ça, ce deuxième bloc, c'est une extension du champ d'application des arrêtés par rapport à ce qu'on avait l'habitude d'avoir dans les précédents textes. Et en fait, cet ajout-là fait que les arrêtés qui étaient des arrêtés sectoriels rubriques LI deviennent des arrêtés transverses qui s'appliquent à potentiellement toutes les installations d'autorisation pour prendre en compte de manière large en fait, les liquides avec des propriétés inflammables. En ce qui concerne les installations classées à autorisation, selon une ou plusieurs autres rubriques que les rubriques ELI, le périmètre qu'on prend en compte, ce sont les installations à autorisation, mais également l'ensemble des installations d'enregistrement, déclaration ou non classées réglementées par l'arrêté d'autorisation. C'est là où on fait intervenir en fait les principes de connexité qu'évoquait tout à l'heure Philippe Merle, c'est que la connexité pour les installations d'autorisation nous rend légitime à regarder de manière globale les risques et les propriétés des produits présents. Et donc, on va regarder tout ce qui est réglementé par l'arrêté d'autorisation et on fait le cumul à l'échelle de ce périmètre-là pour savoir si on dépasse les seuils de 100 ou 1000 tonnes. Deuxième point, c'est que c'est l'inventaire théorique maximal. Donc, c'est les quantités susceptibles d'être présentes. Et en fonction de leur conditionnement, notamment avec la nuance contenant fusible, puisqu'on a un seuil à 100 tonnes pour les contenants fusibles. En termes de niveau d'exhaustivité, puisqu'on a eu la question à plusieurs reprises, il faut au minimum être conforme aux principes définis pour la règle du cumul pour les CBZO, c'est-à-dire l'application, le cas échéant, du seuil à 2%. En fait, on peut ne pas tenir compte des zones dans certaines conditions de la même manière que pour les CBZO, parce que les quantités présentes sont inférieures à 2% du seuil de 100 000 tonnes. Si les zones sont indépendantes, qu'il n'y a pas d'interaction possible en termes de risque, etc., on peut faire ces exclusions-là pour l'exhaustivité de l'inventaire. Par contre, cette règle des 2%, elle est applicable pour la comparaison au seuil. Elle n'est pas applicable pour l'application des prescriptions techniques. C'est-à-dire qu'une fois si on rentre dans le seuil, en fait, si on passe les seuils de 100 en Newton, les prescriptions s'appliquent à toutes les stockages. De la même manière que la règle des cumuls CBZO. Si on poursuit par rapport aux installations classées à autorisation selon les autres rubriques, les rubriques ELI, un point de vigilance. Je l'ai déjà un peu dit, mais le seuil de 100 tonnes ne concerne que les installations visées par l'arrêté du 24 septembre 2020,
C'est-à-dire que si on passe le seuil de 100 tonnes sans passer le deuxième seuil de 1000 tonnes, on n'a que l'arrêté du 24 septembre 2020 qui s'applique et pas l'arrêté du 3 octobre. En fait, ce seuil de 100 tonnes, il a été introduit pour tenir compte des risques particuliers liés à la présence de liquide inflammable en récipient mobile de type contenant fusible, pour les encadrer de manière plus précise. Un autre point de vigilance, liquide inflammable de catégorie 4, point éclair entre 60 et 93 degrés, parfois dénommé liquide combustible, ne dispose pas de mention danger d'inflammabilité au titre de règlement CLP. Par conséquent, ils ne sont pas visés en fait dans la question de la comparaison au seuil, donc ils ne sont pas à prendre en compte pour la comparaison de ces seuils. Mais ils restent soumis aux prescriptions de l'arrêté, parce que ils rentrent dans la définition de ce que sont les liquides inflammables au sens de ces arrêtés-là, même si CLP ne leur a pas attribué de mention danger. Pour les installations visées pour le champ d'application, donc j'ai fait d'abord un premier point sur les liquides inflammables, de quoi on parle. Les installations, en fait, quelles installations autorisations sont soumises, peuvent être soumises aux prescriptions. Et une fois que l'installation est visée, en fait, les textes ne s'appliquent pas à toutes les installations, mais s'appliquent au stockage. Ce sont deux textes qui s'appliquent au stockage. Donc, ils vont s'appliquer au stockage de liquides inflammables qui relèvent directement d'une ou de rubriques ELI relevant de l'autorisation. Donc ça, c'était déjà le cas avant et ça ne change pas. Si on est à autorisation, par exemple, pour un stockage de gasoil, ça s'applique au réservoir de gasoil. Mais aussi, du coup, ça va s'appliquer au stockage de liquide inflammable présent au sein de l'ensemble des installations réglementées par l'arrêté d'autorisation. Donc, pas uniquement ceux qui passent un seuil, en fait. Ça peut s'appliquer aussi à ceux qui relèvent de rubrique ELI, y compris la rubrique 1436, qui ne dépassent pas le seuil d'autorisation. Donc, sur un site qui a autorisation pour rubrique ELI, ça s'appliquera aux autres stockages, même ceux qui ne passent pas de seuil. Et ça s'applique aussi à ceux qui ne relèvent pas du rubrique ELI. Ça s'applique à tous les liquides inflammables au sens classement ou pas classement. Donc, pour les installations à autorisation qui n'étaient pas soumises à autorisation qui ne rubrique ELI, de toute manière, c'est nouveau pour eux dans la totalité. Mais par contre, ce qui est important en point de vigilance, c'est que pour ceux qui étaient déjà soumis à l'arrêté du 3 octobre ou du 7 juillet 2012, l'arrêté va s'appliquer en plus à d'autres stockages qui n'étaient peut-être pas soumis sur leur site. Parce qu'il s'applique aux autres stockages de liquides inflammables qui n'étaient pas directement dans la rubrique pour lesquels ils étaient classés à autorisation. Donc, c'est important d'avoir cette nuance-là. C'est une extension de l'application des prescriptions à tous les stockages de tous les lits, y compris les 1436, sur tous les sites. Alors, pour poursuivre, en fait, sur la notion de stockage, donc les textes s'appliquent au stockage. Pour les réservoirs, en fait, c'est les capacités fixes destinées au stockage de liquide. Donc, ça, c'est la définition de l'arrêté du 3 octobre. Ne sont pas soumis les bassins de traitement des effluents, les fosses, les rétentions, les ballons, les appareils de procédé intégrés aux unités de fabrication, les postes de chargement et les déchargements et réservoirs dédiés à certaines utilités. Donc ça, c'est la définition pour l'arrêté du 3 octobre. Pour les récipients mobiles, les stockages correspondent à tous les lieux où sont présents des récipients mobiles en attente d'utilisation, quelles que soient les quantités présentes ou le temps de présence. Ne sont pas des stockages, par contre, les récipients mobiles qui sont en cours d'utilisation, de remplissage, de visance ou de consommation, ou en cours de manutention ou entamés en attente. Donc, tout ce qui est directement en cours d'utilisation, de manutention, ce qui est connecté à un process, ce n'est pas du stockage, mais par contre, ce qui est posé en attente sans action particulière, c'est du stockage au sens de cet arrêté. Donc, c'est soumis aux prescriptions. Pour illustrer tout ce que je viens de vous dire, j'ai prévu quelques exemples d'installation pour vous expliquer, enfin, vous illustrer la logique de 100 et Newton. Donc ici, on a un exemple avec deux installations classées X et Y sur un même site, donc réglementées par la même autorisation. Un site qui est enregistrement pour la rubrique 4331, ainsi et à autorisation pour la rubrique 45 bis. Sans pétrole brut, en l'occurrence. Donc, il y a un statut particulier, ce qui est directement visé dans la champ d'application du texte. Dans ce site d'enregistrement, on a 150 tonnes de liquide inflammable non fusible. Dans le site à autorisation, on a différents types de liquide inflammable, de mention danger à 226, 900 tonnes, qui sont répartis entre une quantité en réservoir fixe,
820 tonnes et en combustible 80 tonnes. Au total, on a plus de 1000 tonnes de liquide inflammable quand on prend la quantité cumulée avec les mentions de danger à 224, 225, 226 et les déchets RP3, puisqu'on a 1050 tonnes. Donc en fait, on passe le seuil de 1000 tonnes. Du coup, il faut qu'on aille regarder qu'est-ce qu'on a comme stockage. Les stockages en réservoir aérien sont soumis à l'arrêté du 3 octobre 2010. Les stockages en récipient mobile et les SC et SLC, j'expliquerai un peu après, les liquides et solidifiés à combustible stockés à proximité sont soumis à l'arrêté du 24 septembre 2020 récipient mobile. Donc là, on passe le seuil de 1000 tonnes et on est soumis aux deux arrêtés. Enfin, les stockages sont soumis aux deux arrêtés. Et on a bien une installation à autorisation. Et en fait, l'ensemble des deux installations sont réglementées par l'arrêté d'autorisation. Un autre exemple, donc là, on a trois installations classées. Une à autorisation pour la rubrique 4510, une à déclaration pour la rubrique 4331, une à déclaration pour la rubrique 4330. On ne dépasse pas le seuil de 1000 tonnes en quantité cumulée. Quand on regarde, donc là, on a 500 tonnes, et là, on a 60 tonnes, et là, on a 5 tonnes. Donc, on a 565 tonnes au total, on ne dépasse pas la quantité de 1000 tonnes, mais on dépasse la quantité de 100 tonnes en combien fusible. Ici, on a 20 tonnes, et ici, on a 100 tonnes, et ici, 5 tonnes. Donc, on prend la quantité cumulée, on dépasse les 100 tonnes. Donc, du coup, dans cet exemple-là, les stockages en récipient mobile, qui sont tous réglementés par l'autorisation du site, ces stockages d'EMI en récipient mobile sont soumis à l'arrêté du 24 septembre 2020. Par contre, les autres activités, par exemple les 40 tonnes, dans cet exemple-là, on a 40 tonnes de liquide inflammable, par exemple, présents dans les process, etc. Ainsi que les réservoirs fixes ne sont pas soumis aux prescriptions de cet arrêté, et les réservoirs fixes ne sont pas soumis à l'arrêté du 3 octobre 2010, puisqu'on ne dépasse pas le seuil de 1000 tonnes. Et les autres activités ne sont pas réglementées par ces deux arrêtés ministériels d'autorisation, donc seront réglementées, le cas échéant, par l'arrêté d'autorisation globale du site. Un autre exemple, donc également trois installations. La différence importante qu'on peut souligner, c'est le fait qu'on a une installation ici qui est non classée, qui relève de la rue 4331, mais qui n'a pas les quantités qui permettent de dépasser de cette déclaration. Pour autant, toutes ces installations sont réglementées par l'autorisation environnementale. Donc, on prend quand même le cumul de toutes ces installations pour les quantités. On n'a pas 100 000 tonnes, on ne dépasse pas 1000 tonnes au total, mais on dépasse 100 tonnes de coupe en fusible, parce qu'ici, on a 80 tonnes et 40 tonnes. Ce sont bien ces tonnages qui permettent de passer le seuil de 100 tonnes. Donc, dans cet exemple, un peu comme précédemment, en fait, il n'y a que les récipients mobiles, donc il faut identifier ces stockages-là, de l'II et à proximité, qui sont soumis à l'arrêté du 24 septembre 2020. Donc, ce que je disais, c'est que les quantités de l'installation non classées, même si elles sont inférieures au seuil de déclaration, sont à prendre en compte dans l'inventaire, dans la mesure où cette installation est réglementée par l'arrêté d'autorisation. Et les quantités globales supérieures à 100 tonnes en contenant fusible, donc tous les stockages en récipient mobile de l'EMI sont réglementés par l'autorisation, sont soumis au respect de l'arrêté du 24 septembre, qu'ils soient dans l'installation non classée ou dans l'installation en contention. Et par contre, les installations de réservoirs fixes, ici, comme on ne passe pas le seuil de 1000 tonnes, ne sont pas soumises à l'arrêté de 3 octobre. Un autre exemple un peu différent, dans le cas présent, on a une autorisation pour la rubrique 4331, on a deux autres installations à déclaration pour d'autres rubriques liquides inflammables et une installation non classée pour la rubrique 1436. Dans le cas présent, en fait, comme on a autorisation pour la rubrique 4330, on n'a même pas besoin d'aller voir les 100 000 tonnes puisqu'on est soumis du fait qu'on a autorisation pour la rubrique 4330. Donc du coup, par contre, on est soumis, donc les stockages, ces stockages-là, en réservoir fixe et 50 tonnes, ils étaient déjà en fait soumis à l'arrêté du 3 octobre, puisque ils étaient déjà classés à autorisation pour les liquides inflammables. Mais le changement pour eux, c'est que les autres stockages, l'arrêté il prévoit que du coup, les prescriptions s'appliquent aussi à ces autres stockages, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant, en tout cas pas par l'arrêté du 3 octobre. Et donc, du coup, les liquides inflammables stockés en réservoir aérien fixe sont soumis à l'arrêté du 3 octobre, tous les réservoirs fixes, donc y compris sur la déclaration. Et les liquides inflammables et les liquides et combustibles les liquides et solides
liquéfiables combustibles à proximité sont soumis à l'arrêté du 24 septembre. Donc, il y a l'ensemble des récipients mobiles présents et réglementés par l'arrêté d'autorisation. Donc, le point d'intérêt sur cet exemple, c'est qu'ici, on a une installation 1436 qui est non classée, mais pour autant, ces stockages, comme on est au sein d'une installation réglementée par une autorisation à autorisation de priorité vie, ces stockages sont quand même sont également soumis à aux arrêtés du 3 octobre et du 24 septembre. Dans le cas présent, comme il n'y a que les récipients mobiles, que le 24 septembre. Un dernier exemple, une autre configuration. On a plusieurs installations, une installation d'autorisation, le tout réglementé par l'arrêté d'autorisation, trois déclarations trois installations différentes avec des rubriques différentes. Quand on regarde le cumul, on ne dépasse ni le seuil de 1000 tonnes, ni le seuil de 100 tonnes. Pourquoi on ne dépasse pas le seuil de 1000 tonnes? On pourrait se poser la question parce qu'en fait, quand on fait le total, on peut se dire j'ai 600 plus 300 plus 100, ça fait 1000. Mais en fait, ici, ce sont des liquides 1436. Et ce qu'on a dit, c'est que la comparaison en fait, des seuils de 100 à 1000 tonnes ne se fait que sur les liquides qui ont des mentions de danger H224, H225, H226 ou les déchets HP3. Donc, du coup, ceux-là, ils ne sont pas à prendre en compte pour la comparaison au seuil. Donc, en fait, on ne tient pas compte de ces 300 tonnes. Donc, on n'a que 800 tonnes au total cumulé. Et par ailleurs, on n'a aucun contenant fusible sur le site. Donc, du coup, on est inférieur au seuil de 100 et 1000 tonnes. Donc, les stockages sont ni soumis à l'arrêté du 3 octobre, ni soumis à l'arrêté du 24 septembre. Bon, par contre, comme là, on a des installations à déclaration liquide inflammable, notamment l'installation Y et Z, celles-ci restent soumises à leurs arrêtés de déclaration sur les liquides inflammables. Et le cas échéant, aux arrêtés, aux prescriptions prévues par l'arrêté préfectoral, le cas échéant. Alors là, du coup, j'ai exposé l'extension du champ d'application des taxes vis-à-vis des installations d'autorisation et vis-à-vis des arrêtés des liquides inflammables visibles. Je souhaitais aussi faire un point particulier sur la notion de liquide et solide liquéfiable qui sont spécifiquement soumis aux prescriptions de l'arrêté du 24 septembre 2020 sur les récipients mobiles avec la notion de proximité. Dans l'arrêté du 24 septembre, on a plusieurs configurations possibles. On a la configuration en stockage couvert avec des cellules, on a la configuration en stockage extérieur, la configuration en stockage couvert ouvert, donc avec les auvents, qui sont des stockages couverts particuliers avec des dispositions particulières. Et dans tous ces cas, on prend en compte, l'arrêté prévoit que les liquides et solides liquéfiables combustibles à proximité des liquides inflammables soient également couverts, que les prescriptions leur soient applicables avec des modalités particulières, mais qu'on leur applique certaines prescriptions. Qu'est-ce que ça veut dire à proximité? Alors, déjà, c'est que l'arrêté du 24 septembre. L'arrêté du 3 octobre 2010 n'a pas repris cette notion. En fait, on a on a pris en compte cette problématique particulière dans le cas particulier des récipients mobiles, avec les enjeux particuliers de proximité et d'extension d'incendie qu'on n'a pas répercuté dans l'arrêté du 3 octobre. Donc, c'est uniquement l'arrêté du 24 septembre 2020 sur les récipients mobiles. Lorsqu'ils sont présents à proximité des liquides inflammables. Ça veut dire quoi à proximité? Donc, ça, c'est l'arrêté qui le définit. C'est soit la même rétention, soit la même cellule, ou lorsqu'ils sont susceptibles d'être pris dans des effets dominos, avec une distance à 10 mètres, sauf cas particulier. Donc, mais de quoi on parle en fait quand on parle de liquide et solide liquéfiable combustible? Donc là, c'est pareil, c'est l'arrêté qui définit ce que c'est. Donc c'est une nouvelle notion qui est distincte des produits liquides qu'on dénomme parfois liquides combustibles de point de fer 60-93 degrés qui sont inclus dans la définition de liquide inflammable.
Donc, les liquides et solides liquéfiés à combustible sont des produits qui ont une température de fusion à 80 degrés. Donc, des liquides ou des solides qui ont une température de fusion à 80 degrés, qui fondent assez vite. Donc, qui, pris dans un incendie, en fait, vont avoir un comportement très proche du liquide. Ce sont des produits qui ont aussi une caractéristique en termes de PCI, de pouvoir calorifique intérieur, qui doit être supérieur à 15 mégajoules par kilo. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à ceux qui ont un pouvoir et qui vont venir alimenter vraiment un incendie. Sont exclus les liquides inflammables, donc dès que le point éclair est inférieur à 93 degrés, parce que du coup, ils sont de toute manière, c'est exclu. Et sont exclus les emballages et les contenants. Donc, ce cas particulier, donc des liquides et solides liquéfiés à combustible, on ne regarde que le produit contenu pour savoir, pour le qualifier ou pas de liquide et solide liquéfié à combustible. Contrairement à la notion de matière combustible qui est définie dans l'arrêté entrepôt, on regarde la palette, l'ensemble, en fait, emballage et contenants compris. Ici, cette définition-là exclut explicitement les emballages et contenants. C'est vraiment le produit qu'on cherche à qualifier. Et sont également exclus les produits qui ne sont pas susceptibles de générer une nappe enflammée lors d'un incendie. Et pour ça, il y a également un protocole qui existe pour faire des essais où on pourrait montrer que certains produits ne font pas de nappe. Et du coup, ils seraient exclus de toutes les dispositions et prescriptions qui sont applicables. Donc, et après, par rapport aux stockages qui sont soumis aux prescriptions, donc c'est ceux qui sont à proximité. Et on a aussi une définition dans les stockages couverts pour dire que dans certaines configurations, certaines cellules, quand il y a une quantité suffisamment importante, elle va être soumise aux prescriptions. Donc ça, c'est la définition de cellules liquides et solides liquéfiés à combustible. Donc, cette définition exclut les cellules liquides inflammables, c'est-à-dire qu'une cellule liquide inflammable ne peut pas être qualifiée de liquide et solide liquéfié à combustible, puisqu'elle a déjà des prescriptions de toute manière plus contraignantes par ailleurs. Donc ça, c'est un premier point. Et après, il y a dans la définition des notions de seuil, en fait. Donc ça dépend de la quantité totale de liquide inflammable, combustible et solide liquéfié à combustible présent. Donc si un total supérieur à 500 tonnes, on va être qualifié de cellules liquides et solides liquéfiées à combustible. Ou alors, si on a une quantité en contenant fusible de capacité supérieure à 2 litres supérieure à 100 tonnes, ou une quantité de contenant fusible de capacité supérieure à 30 litres supérieure à 50 tonnes. En fait, plus le type de contenant fusible, si on a des gros contenants fusibles, le seuil va être plus bas parce que les enjeux en termes d'incendie, de propagation d'incendie vont être plus importants. Donc, on a fixé un seuil pour les gros contenants fusibles qui est supérieur à 30 litres, qui est dès 50 tonnes, on va être qualifié de cellules liquides à combustible. Sur la notion de proximité, du coup, les 10 mètres, enfin même cellules, même rétention, les 10 mètres. Dans le cas particulier, enfin, du coup, ce que je disais, donc on est à proximité, rétention, même zone de collecte, même stockage extérieur, même stockage couvert, ou dans la même cellule que des liquides inflammables, on est à proximité. Et après, pas de proximité, donc ce que je disais un peu avant, si la distance est supérieure à 10 mètres, ou si pas pris dans des effets dominos. Et si pas pris des effets dominos, il y a deux clés, enfin, il y a deux possibilités déjà prévues dans le texte. Il y a la possibilité d'avoir un mur coupe-feu REI 120 de dimension suffisante qui permet de contenir les effets dominos, donc d'éviter d'avoir des effets dominos des liquides combustibles vers les liquides inflammables ou vice-versa. Ou si on peut justifier que les effets dominos ne sont pas atteints, mais sans mettre en place de dispositions actives. C'est-à-dire que si la configuration fait que les effets dominos n'atteignent pas de là, pareil, de manière réciproque entre les liquides combustibles et les liquides inflammables. Par rapport au cas particulier des stockages couverts des cellules, une petite précision pour amener la question de la proximité entre cellules. La notion de cellule, qui est définie dans l'arrêté du 24 septembre, dit que c'est une partie d'un stockage couvert compartimenté, séparée des autres parties par un dispositif REI 120 et destiné au stockage. Donc, pour former une cellule, il faut avoir des dispositions, enfin des murs, des parois séparatives REI 120. Du coup, trois configurations par rapport à la proximité des cellules. On a le cas où on a deux cellules
une cellule qui est qualifiée de liquide et solide liquéfiable comme une cellule de liquide inflammable. Donc, il n'y a pas de... pardon, dans la cellule en bleu, il n'y a pas de liquide inflammable. Donc, les liquides en soi ne sont pas à proximité. Et il y a un dispositif REI 120 avec des passements à la fois en toiture et en prolongement. Donc, du coup, suffisant pour contenir les effets dominos. Et du coup, ce dispositif est suffisant pour dire que cette cellule-là n'est pas à proximité de celle-ci au centre de l'arrêté. Et donc, du coup, les prescriptions de l'arrêté ne s'appliquent pas. Par contre, une configuration un peu similaire, où on a un dispositif REI 120 mais sans dépassement. Dans ce cas-là, le mur REI 120 n'est pas de dimension suffisante pour couper les effets dominos, parce que s'il n'y a pas de dépassement, on peut avoir une propagation par la toiture. Et du coup, là, cette cellule-là est considérée à proximité, et donc du coup, les prescriptions de l'arrêté vont s'appliquer. Et le cas où il n'y a pas de paroisse séparative REI 120, mais par exemple un simple mur qui n'a pas de caractéristiques ou feu particulières, du coup, c'est une seule grande cellule liquide inflammable, puisque ça ne répond pas à la définition de cellule. Et du coup, les prescriptions s'appliquent à l'ensemble, mais les prescriptions cellules liquides inflammables. Donc, par rapport à tout ce que j'ai dit, donc, dans le champ d'application de l'arrêté liquide inflammable, j'ai un peu expliqué la notion de liquide inflammable, la notion d'installation qui sont visées, et le cas particulier des liquides et solides liquéfiables comme ici pour l'arrêté du 24 septembre, pour lequel des prescriptions sont prévues parce qu'elles sont à proximité du liquide inflammable. Donc ces installations par rapport à comment, enfin ces modifications, comment ça s'applique à ces nouvelles installations, nouveaux stockages qui sont soumis. Donc c'est l'arrêté en fait qui le prévoit directement, puisque du coup c'est pas un changement de nomenclature, c'est les arrêtés qui ont changé leur champ d'application. Donc du coup le L513.1 ne s'applique pas directement, puisque ça ne s'applique que s'il y a changement d'anglais. Du coup c'est le régime, l'arrêté qui introduit directement ce régime d'antériorité et qui dit qui dit que pour les installations existantes, nouvellement soumises au champ d'application étendu, l'exploitant doit se faire connaître auprès du préfet au plus tard le 1er janvier 2022. Bon, la prescription qui a été mise en arrêté, elle est directement inspirée de ce qui est écrit dans le S513.1, mais du coup, c'est spécifique à cet arrêté-là. Et donc, à l'appui de cette déclaration, l'exploitant doit fournir une description à la fois des quantités de liquide inflammable susceptibles d'être présentes, des caractéristiques des installations et un bilan de conformité aux prescriptions du présent arrêté qui leur sont applicables. De la même manière que pour l'antériorité sur la 1510, le travail de recensement, c'est une exigence réglementaire qui doit être faite pour être portée à la connaissance du préfet, mais c'est aussi en premier lieu l'occasion pour l'exploitant d'identifier les stockages concernés au sein de son site, de faire le point sur leur conformité et déterminer et planifier les travaux à venir. Donc c'est important et ce travail est aussi à faire du coup assez rapidement pour pouvoir se projeter en fait sur la mise en conformité. Donc j'ai achevé ma présentation. Je vous propose du coup de repasser aux questions-réponses et de répondre à certaines questions. Ça commence à 16h40. Vraiment. 40. Alors, réservoir fixe de stockage de EDI, 4335, 1436. En bâtiment, est-ce qu'ils sont à compter dans le volume de l'IPD et des IPD 1510? Elles font déjà l'objet de dispositions bâtimentaires dans l'arrêté du 3 octobre 2010. C'est une bonne question, normalement, oui. Des matières combustibles, quoi. C'est des matières combustibles et ils sont sous une voiture. Après, il reste l'autre règle des 500 tonnes, mais ça dépend de la taille des réservoirs. Poser la question, c'est y répondre. Quelle est la différence entre un stockage couvert hors cellule et la cellule unique citée dans le guide de lecture? Ça dépend de la quantité, en fait. Une cellule est qualifiée de cellule liquide inflammable à partir de 2 mètres cubes. Donc, si on a une quantité inférieure à 2 mètres cubes, on peut être un stockage couvert sans cellule.
ça reste des cas assez spécifiques parce que ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup de EMI, mais ça reste un cas théoriquement possible parce qu'on peut avoir moins de véhicules. Et donc certaines dispositions s'appliquent à ces stockages couverts qui ne sont pas ABCD. Du coup, un produit classé 4510 ayant un point clair compris entre 60 et 93 degrés ne sont pas à prendre en compte. Ils ne sont pas à prendre en compte pour l'inventaire, mais par contre, ils sont à prendre en compte pour les prescriptions. Et par ailleurs, les produits 60-93 degrés sont à classer qu'à 1436 et il n'y a pas de règle de priorité de classement entre la 4510 et la 1436. Donc en fait, ils peuvent être double classés 4510 et 1436. Donc ça dépend après des quantités. Site 1510 a autorisation avec un stockage de flacons de parfum pour la cosmétique. Ces produits n'ont pas de FDS, ils n'ont pas de mention de danger. Les quantités sont à prendre en compte pour les 1000 tonnes. Non, parce qu'ils ne sont pas CLP. Parce qu'ils ne sont pas CLP, oui. On peut se demander si tout ça est bien normal. Mais on se demandera à la prochaine révision du règlement CLP. Ouais, c'est cosmétique. C'est comme les alcools de bouche. Oui. On peut se demander aussi si tout cela est bien normal. Alors, a-t-on un guide ou une liste des matériaux des composants fusibles ou non fusibles? Comment attester le point de fusion des matériaux? Alors, la prescription prévoit qu'un protocole reconnu puisse, qu'il y a un protocole pour faire des essais pour qualifier ou pas les contenants. Donc, je crois que la profession a engagé certains travaux en lien avec la FFA sur ce sujet-là pour travailler sur cet aspect-là, mais également sur l'aspect qualification des systèmes d'extinction automatique sur les contenants fusibles. Donc, il y a un nouveau travail qui a été engagé de ce point de vue-là et qui pourrait permettre de donner des informations. Alors après, tout dépend par rapport aux matériaux sur le type de plastique. Il y a des points de fusion qui sont connus dans la littérature. Les wagons et citernes routières entrent-elles dans les récipients mobiles? Alors là, il y a 2 points. C'est que les récipients mobiles, en fait, la capacité maximale est de 3 mètres cubes dans la définition. Et du coup, les wagons ne rentrent pas et en plus, c'est des camions, enfin, c'est des outils de transport qui ne rentrent pas. S'il reste dans les 50% du temps. Hein. Mais il ne rentre pas dans la définition de récipient mobile. Mais il pourrait rentrer dans la notion de réservoir fixe s'il reste fixe très longtemps sur le site. Pouvez-vous expliciter le terme de récipient fusible? Eh bien, c'est quand ça fond. Donc, c'est l'arrêté en fait qui définit alors, c'est contenant fusible en fait. C'est récipient de type contenant fusible. Et c'est un contenant qui est notamment pris dans un incendie, susceptible de fondre et de libérer son contenu. Et après, la définition, ce qu'elle vient préciser, c'est que les contenants dont l'enveloppe assure le confinement du contenu en cas d'incendie est réalisé avec des matériaux dont le point de fusion est inférieur à 330 sont considérés comme fusibles, 330 degrés. Et après, néanmoins, on peut exclure certains matériaux qui auraient passé des tests de qualification selon un protocole reconnu. Donc, en synthétique, des GRV en plastique sont fusibles jusqu'à preuve du contraire, et qu'ils aient passé des tests de qualification selon un protocole reconnu. Les fûts métalliques sont par contre, a priori, pas fusibles. Jusqu'à preuve du contraire également. Jusqu'à preuve du contraire également. Et après se pose la question des GRV plastiques dans une coque métallique. Là, tout dépend de la conception de cette coque, si elle est étanche ou pas, si elle a vocation à faire le confinement ou pas, et du positionnement du robinet et de la nature du robinet. Parce que si on a une coque métallique, on a un robinet plastique en bas de cuve, ben, du coup, c'est susceptible de libérer le contenant. Un GRV posé sur une cuve fixe de procédé, opération de remplissage récupère, peut durer plusieurs semaines et est considéré comme un stockage. Bah ça fait partie des récipients qui sont connectés directement et en cours de vidange, ou de remplissage en l'occurrence, donc pas des stockages. Un contenant de transport type ADR pour inflammable, le contenant est considéré comme fusible, malgré sa conformité au niveau de transport. Alors la conformité au niveau de transport n'empêche pas d'être fusible. Ça n'a rien à voir, effectivement. Le but du jeu, c'est d'éviter d'avoir une nappe enflammée à un endroit où on a stocké au même endroit de façon fixe des machins qui normalement sont en train de rouler. C'est ça qui s'est passé à Lubrizol, il ne faut pas l'oublier. Alors, dans le champ d'application de la règle du 24 septembre, sur le pétrole brut classé en 45 ans, c'est divisé. Les produits
l'arrêté de 7 août 2020. Ils rentrent s'ils ont des mentions inflammables. Le pétrole brut rentrait déjà avant, c'est pas nouveau pour lui, et il rentre toujours aujourd'hui dans les mêmes conditions qu'avant. Il fait partie des rubriques élues au sens large, en fait. Par contre, les autres qui ne sont pas du pétrole brut, ils rentrent s'ils ont des mentions de danger H224, 225, 226, et dans la mesure où il y a un cumul qui dépasse 100 tonnes en contrôle fusible ou 1000 tonnes. Le pétrole brut n'est pas soumis à ces questions-là, il est soumis de facto quand il a autorisation. Un stockage venu en récipient humide distant de moins de 20 mètres par rapport à un autre exploitant ICPE, est-ce qu'on devrait prendre en compte les zones avec occupation humaine permanente dans le périmètre des 20 mètres? Alors ça, vous rentrez du coup dans les prescriptions. Depuis la présentation, c'était le champ d'application. Et du coup, s'il est à moins de 20 mètres, il faut qu'il fasse l'étude d'effet domino, et que s'il faut qu'il fasse l'étude, après, ça dépend effectivement de l'occupation, s'il touche les zones. Et après, c'est ça, s'il dépasse 8 kW à l'endroit où il y a des gens, il va falloir qu'il bouge. C'est ça. S'il dépasse les 8 kW à l'endroit où il y a des gens, il faut qu'il fasse quelque chose. Le guide, dans sa version 2, vient expliciter cette notion, et on en reparlera au mardi, plus précisément, au mardi de la DDPR du 8 octobre. La définition de solide combustible au sens de l'arrêté du 24 septembre est-elle applicable pour la route 15 ? Non. Parce que c'est la notion de liquide et solide liquéfié à combustible. Dans cette notion-là, ce qu'on cherche, c'est l'effet nappe, qui est distinct de l'effet matière combustible global de la route 15. Et en fait, les liquides et solides liquéfiés à combustible sont une catégorie particulière de matière combustible. Qui sont du coup pris en compte dans l'arrêté du 24 septembre 2020 sur les liquides inflammables, qui ont aussi du coup des prescriptions particulières dans l'arrêté 15 qui vont leur être applicables, mais c'est des prescriptions particulières en plus du reste du paquet sur le 15. C'est une sous-boîte en fait. Existe-t-il une base de données sur les PCI de liquide? Ce point apparaît rarement dans les FDS. Alors, ce que je disais rapidement tout à l'heure, c'est qu'on travaille avec Clinilis pour fournir une première liste qui ne sera pas exhaustive de produits dont les PCI sont connus dans la littérature, pour servir d'appui à la fois à la profession, mais également aux inspecteurs. Ça restera non exhaustif. Donc, par définition, tout ce qui, sauf ce qui n'y est pas, il faudra justifier du PCI pour prétendre à ces données. Les alcools de bouche, rubrique 47-55, sont à considérer en liquide inflammable. Idem pour les gaz liquéfiés 47-18 et les aérosols provenant de liquide inflammable, rubrique 43-20. Les alcools de bouche, non, puisqu'ils ne sont pas. Comme les cosmétiques. C'est comme les cosmétiques. Made in France. Ils sont hors CLP. Donc, ils n'ont pas strictement de mention de danger, ça le guide le dit explicitement. Les gaz liquéfiés, ce n'est pas des liquides inflammables, donc ils n'ont pas de mention de danger à 224, 225. Ils ont d'autres mentions de danger, donc ils sont couverts autrement. Et les aérosols contenant des liquides inflammables, rubrique 43. Alors ça, c'est plus compliqué comme question, mais comme ils sont classés 43, pour ça, les liquides qui sont noirs, ils ont des mentions de danger. Oui, mais on a redéplacé sur la 1000, non? Ah non, on a double classé sur la 1000. Ils ne sont pas double classés, mais tu peux les prendre en compte dans l'inventaire. Les 100 tonnes. Là, j'aurais tendance à dire que oui, parce que ces liquides qui sont dedans, ils ont la mention de danger, en fait. Avec la règle de 10%. Oui, mais c'est un stockage aérosol. Même en cas, notion de proximité, même en cas de bande de protection sur la toiture. Ça dépend de la nature de la bande, mais la bande de la combustible ne suffit pas forcément à limiter la propagation. Ça, c'est sur le dimensionnement du mur. Non, mais de toute façon, la question du classement ne dépend pas des prescriptions. Non, ça, c'est sur la question de la proximité des liquides et solides liquéfiables. Savoir si c'est en proximité ou pas. Ah. Et en fait, ce qu'on a dit, c'est que quand tu as un mur qui est bien dimensionné avec les prolongements qui vont bien en façade, etc., du coup, c'est suffisant et du coup, la cellule, elle n'est pas à proximité. Mais par contre, si tu as un mur et pas de dépassement, c'est à proximité. Et pour moi, la bande à combustible n'est pas suffisante pour empêcher la propagation. Il faut rester aussi en façade. Et pas la même sur le flocage au-dessus. Et c'est la même chose sur le flocage. Bon, en clair, s'il faut refaire des sous-cas particuliers pour dire ah ben non, finalement, tel sous-cas, ça compte pas, stop, les inscriptions sont closes. On a 1300 inspecteurs qui nous disent non, mais attendez, votre truc, on n'y comprend rien. Maintenant, ça suffit, quoi.
On peut aussi réagir de façon beaucoup plus drastique en disant qu'on prend tout l'inventaire de tout le site, point barre. C'est ça qu'on a voulu essayer d'éviter, en faisant un truc qui est déjà trop compliqué. Alors maintenant, voilà, on arrête de recompliquer. Pour la notion de proximité, l'atteinte des effets dominos sur le stockage adjacent doit être vérifiée à la hauteur d'homme, ou uniquement à hauteur de cible générique R80, ou également à la hauteur de stockage. Vraiment, c'est à hauteur de cible, donc c'est bien à hauteur du stockage adjacent. Je suis déjà soumis au 3 octobre au titre de la 4734. Par contre, j'aimerais bien voir qui va être nouvellement soumis. Dois-je me déclarer au préfet? Formellement, je ne crois pas. Pour être très honnête. Parce qu'il y a changement de régime, oui. Il n'y a pas de changement de régime. régime. Ah non, déjà 3 octobre, donc déjà. Je ne crois pas parce que. Enfin, formellement, non, mais après, je pense que c'est mieux pour tout le monde, au moins de faire le recensement. Parce qu'il n'y a pas de modif, du coup. Ouais. Et puis, c'est pas une installation qui est nouvellement. Enfin, en fait, l'obligation déclarée, on l'a fait que pour les installations, autorisations qui étaient nouvellement soumises au texte. Donc, celles qui sont déjà soumises au texte et qui ont des nouveaux stockages, on ne l'a pas écrit strictement. Mais dans tous les cas, je pense que le recensement est bien à faire pour tout le monde. Oui, parce que c'est le recensement qui va commander l'application des prescriptions dans le temps, et donc tout le monde a intérêt à recenser proprement. Voilà. Comment fait-on pour les dossiers en cours? Modification pour les sites E, uniquement E pour les. Avant, c'était la L du 3 octobre qui s'appliquait, question de stratégie d'incendie défense. Et bien, pour l'instant, vous gardez l'arrêté 3 octobre dans sa version en vigueur avant le 24 septembre. Et ce que vous allez devoir faire et les modifications que vous allez devoir faire vont bientôt vous arriver et ça sera une entrée en vigueur au 1er janvier 2022 et vous aurez les délais pour prendre en compte les modifications qui vous seront applicables. Et du coup, vous aurez avec plus de précision comment appliquer l'arrêté du 3 octobre que vous avez conservé et les prescriptions qui sont modifiées spécifiquement pour les régimes E et uniquement E dans cet arrêté par rapport à votre statut. Si à la fin, pour les enregistrements, il y a un droit d'option, il sera global, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas picorer. Est-il possible d'expliciter ce qu'on entend par manutentionnable dans la définition d'un récipient mobile? Bah, qu'il est mobile, quoi. On peut transporter. D'autres réponses qu'on peut le bouger, c'est-à-dire qu'il n'est pas attaché, quoi. C'est la différence des réservoirs fixes. C'est-à-dire que des petits réservoirs attachés qui font moins de 3 mètres cubes, c'est bien un réservoir fixe. C'est plus. Les stockages offshore de gaz à enterrer sont-ils concernés par ces textes? Ben non, parce qu'ils ont le texte réservoir enterré qui existe avec le 2008, qui n'a pas été touché, qui n'a pas été modifié, qui reste applicable de la même manière, et le champ d'application de ce texte réservoir enterré n'a pas été modifié. Ils conservent leur prescription de manière identique. L'arrêté définit aussi des exigences concernant les rétentions fusibles et les rétentions en plastique. Ne sont pas values ce type d'exigence. Non, ça définit des exigences concernant les contenants fusibles. Alors après, il y a des exigences sur les rétentions en tant que telles, notamment le fait que les parois des rétentions doivent être incombustibles. Mais par contre, il y a... Mais par contre, il n'y a pas de notion de rétention fusible dans l'arrêté. C'est bien la définition de contenant fusible qui peut faire référence au confinement, etc., mais qui est différent de la notion de rétention. Je reprécise la question concernant le GRV posé sur une cuve mobile. Ce GRV mobile est échangé une fois que ce dernier est vide. Oui, mais il est en cours de vidange ou remplissage. Donc ça répond à la précision qui a été faite sur le fait que ce qui est en cours de vidange ou remplissage, ce n'est pas du stockage. Après, si on veut considérer comme du stockage. Bâtiment couvert dédié stockage de RM. 4 murs extérieurs en barre d'alignement, pas de compartimentage intérieur et une cellule au sens de l'arrêté du 24 septembre. Oui. Et ce point qui n'était pas très clair va être clarifié dans un projet de modification de l'arrêté. Ah ouais. Bravo. Et c'est tout. Je crois que j'ai fait le tour des questions liquides inflammables. Donc je pense que vous n'avez pas répondu à toutes les questions 15-10, mais ça fait remonter. Les gens les ont reposés globalement, ça Elles sont revenues, du coup. L'inventaire de liquide à combustible présent au sein d'un composant fusible est-il poursuivi dans l'inventaire?
Oula, je ne suis pas sûre de comprendre la question, en fait. L'inventaire des combustibles présents au sein d'un groupement fusible est-il à considérer dans l'inventaire participant à l'incendie? Mais l'inventaire des l'état des stocks, du coup? Alors, les liquides, alors il y a deux choses, c'est que les liquides et solidifiés combustibles, à proximité, ils sont réglementés quand ils sont à proximité, qu'ils soient en contenant fusible ou pas. Après, par contre, s'ils sont en contenant fusible, les seuils pour qualifier de cellules de liquide et solidifiés combustible est plus bas que si c'est des contenants non fusibles. Ça, c'est une première chose. Pour ça, on fait un peu la nuance entre contenant fusible ou pas fusible pour les liquides combustibles. Et après, dans l'état des stocks, tout ce qui est présent sur le site doit être pris en compte, quel que soit le type de contenant. Pour la durée d'incendie. Pour la durée d'incendie. Ah, pour fumilog. Oui, tu prends la nappe, de toute manière. Est-ce que la notion d'encours est aussi 2 jours? Non. Pas sur les stockages, pas sur l'application de l'arrêté stockage au recyclage mobile. C'est pas la même notion que dans l'arrêté, que dans le classement 46, parce que déjà, la question d'entrepôt, c'est la question de classement nomenclature, alors que là, on est dans l'application de prescription, donc c'est pas la même notion et il n'y a pas la notion de jour. Puisque dans la partie classement 46, il y a aussi la notion de stockage et le fait qu'on dise qu'en dessous de 2 jours, c'est pris en compte dans l'activité, réglementé avec l'activité, alors que là, de toute manière, c'est l'arrêté qui réglemente uniquement la totalité des stockages et qu'il n'y a pas d'activité. C'est la présence des matières qui fait qu'on est soumis à ça. Donc, ça, ils ne sont pas décomptés. On les prend en compte, ça s'applique. C'est des stockages. Au sens de l'arrêté recyclage mobile, c'est des stockages. Je me suis embrouillée. Je crois qu'on a fait le tour des questions, donc je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je ne sais pas si je peux conclure. Sinon, je vous dis. Est-ce que vous avez survécu? Vous êtes encore 299, c'est bien. C'est bien. Bon, en tout cas, je pense que c'était vraiment très utile qu'on puisse avoir ce temps d'échange sur ces questions qui sont, vous l'avez vu, complexes. À un moment donné, j'aurais tendance à dire, il ne faut pas qu'on se noie les uns et les autres dans des questions trop métaphysiques. Ces textes, bon, effectivement, c'est une question importante de savoir si on est dans le champ d'application ou pas, parce que ça a des conséquences par derrière, ça c'est clair. Après, l'essentiel de l'effort intellectuel doit porter sur quelle est ma stratégie pour faire en sorte que dans les délais que j'ai, je sois conforme. Et une fois qu'on a passé la phase initiale, consistant à dire je suis soumis, je ne suis pas soumis, ça c'est ce que vous allez faire dès ce soir avec la petite classe qu'on a eue ensemble cet après-midi. La question qui vient juste après, c'est comment je vais organiser mon usine, mon entrepôt, pour faire en sorte qu'à la fin, je sois conforme sans avoir à surinvestir. Il est très probable, parce que quelque part, c'est le but, que pour éviter de surinvestir, il faille réorganiser les stockages. Pour faire en sorte que les liquides à problème, entre guillemets, c'est-à-dire notamment les liquides inflammables dans les récipients mobiles, hein, ils soient dans des endroits bien identifiés et correctement gérés, c'est-à-dire sur une rétention propre sur elle, qui ait le bon volume, qui soit suffisamment loin de tout le reste, etc., pour que du coup, ils soient stockés dans des conditions qui soient bien maîtrisées. Et que du coup, ailleurs, il n'y en ait pas. Et par conséquent, comme il n'y en a pas, il n'y a plus de problème. Ça, c'est vraiment une approche d'ensemble qu'il faut avoir et qu'il faut avoir de façon suffisamment anticipée. J'aurais tendance à dire
ne comptez pas trop sur des hypothèses d'école, comme quoi il va y avoir un test, que finalement tel contenant fusible, il n'est pas fusible, ou que le H225, finalement, il ne sera plus H225, ou etc., etc. Une approche industrielle réaliste, entre guillemets, consiste à se dire qu'il faut partir de la situation telle qu'elle est, que peut-être il y aura un jour des démonstrations qui arriveront, que finalement le risque n'était pas aussi important que ce qu'on pensait, et du coup il n'y avait peut-être pas besoin d'eux, mais l'effort de redesigner l'installation pour que ces contenants à problème et ces contenus à problème qui soient dans des endroits qui soient faits pour, de toute façon, il faut le faire. Donc, allons-y. Et on est conscient que pour arriver ensuite au bout de la démarche, pour avoir une idée bien claire de la nature des prescriptions à appliquer, et ça, c'est l'objet de notre troisième mardi de la DGPR, celui d'octobre, qui sera donc sur les prescriptions. Entre-temps, teasing, il y aura aussi un mardi de la DGPR en septembre, dont je ne peux pas encore vous donner la date, et qui portera sur les mesures d'application de la loi ASAP. Autre sujet sympathique, sur lequel nous passons au Conseil d'État à la fin du mois et sur lequel il est nécessaire de faire un peu de remise en perspective sur qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dedans et comment ça s'applique en pratique, qu'est-ce que ça ouvre comme possibilité et comment tout ça s'inscrit dans un schéma cohérent. Merci de votre attention. Et donc, si vous êtes client de la loi ASAP en septembre, ou client qui s'ignore peut-être, et sinon au mois d'octobre pour reparler des prescriptions liquides inflammables. Merci pour votre attention. Au revoir.